Les éléments déclencheurs qui ont fait basculer ma carrière ont été tout simplement financiers, dans le sens où j'ai toujours fait de la musique en tant que passion, en tant que hobby, et j'ai eu jusqu'en 93, j'ai été obligé de garder des métiers et des occupations alimentaires pour payer mon loyer et remplir mon frigo. Et ce qui a permis que ça devienne vraiment ma profession à temps plein, c'est que c'est tout simplement le succès du Mia, du titre Je danse le Mia sur l'album Ombre et Lumière, parce qu'avant c'était un peu compliqué à gérer, dans le sens où j'étais jusqu'en 91, j'étais instituteur le jour et beatmaker la nuit. Donc j'avais des horaires un peu compliqués et en fait il a fallu attendre 93 voire 94 pour que financièrement les revenus, de nos albums et les revenus en royalties en droit d'auteur me permettent vraiment d'en vivre. Donc on va dire que le déclencheur, ça a été tout simplement un apport financier suffisant pour pouvoir lâcher mes autres occupations alimentaires. Et bien, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, on me l'a dit, on nous l'a dit, et c'était pas super encourageant. On nous a dit le rap ça marchera jamais, laissez tomber. Donc en fait, quand on est un peu têtu et un peu passionné, comme je le suis toujours et comme on l'est toujours avec le groupe IAM, ça nous a boosté, ça nous a remonté 2 fois plus. En fait, c'est vrai qu'à l'époque, au début des années 90, c'était totalement improbable qu'un groupe de rap français puisse connaître le succès et puisse en faire une profession. Donc on a souvent entendu ça, y compris sur scène, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de circuit, il n'y avait pas de réseau rap hip-hop pour la scène, pour les concerts. Donc on a souvent entendu ça, on s'est beaucoup moqué de nous, on a souvent essayé de nous décourager, et le résultat, on s'est accroché, on a persévéré, et vous connaissez la suite. Donc si on vous dit laissez tomber, continuez. Alors la chose la plus difficile à gérer en tant qu'artiste, c'est de savoir faire la part des choses entre ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie d'entendre, et ce qu'on vous demande. En fait, il faut toujours donner la priorité à ce que vous avez vraiment envie de créer, de composer, d'écrire, plutôt que ce que la maison de disques ou ce que votre public vous demande. En fait, répondre à l'attente du public ou répondre à l'attente d'une maison de disques, c'est un mauvais calcul. Il faut. Je pense que ça a été ma ligne directrice et ça a été la force aussi du groupe IAM, ce qui nous a permis de durer, c'est qu'on s'est systématiquement concentré sur notre passion et notre plaisir en premier lieu, avant de répondre aux attentes de la maison de disques ou aux attentes supposées de notre public. L'exemple que je prends souvent, c'est que quand on a, je reviens sur Je danse le Mia, qui a quand même été notre plus gros succès. D'abord, il faut savoir qu'on a sorti Je danse le Mia. Dans un premier temps, la maison de disques n'y croyait pas du tout. Ils pensaient que c'était un truc strictement marseillais et puis qu'on allait vendre 3 disques dans les Bouches-du-Rhône et puis finalement ça fait le succès qu'on connaît. Donc du coup on s'est acharné pour pouvoir sortir ce titre en single. Après il a complètement explosé et résultat, 6 mois ou 1 an après ce succès, la maison de disques nous a demandé de continuer dans cette voie et puis de sortir Je redanse le Mia ou Le retour du Mia, etc. Donc nous, comme on a un peu l'esprit de contradiction et qu'on n'aime pas se répéter et utiliser toujours la même recette,
eh ben, on a tout fait sauf de se répéter, sauf de faire je redanse le Mia. Donc je pense que la vraie leçon de cette histoire, c'est que c'est pas parce qu'on a connu le succès dans un style, dans un registre ou avec un titre qu'il faut s'acharner à répéter et à essayer de refaire le même titre pour reconnaître le même succès. En général, ce genre de démarche, ça marche pas. Il faut être vraiment intègre, il faut être entier avec soi-même. C'est pas une question de se dire en étant intègre, je ferai une carrière plus longue. C'est vraiment, je pense que l'authenticité, la sincérité, ça paye toujours en art. Et que quand on essaie de faire plaisir à quelqu'un d'autre ou de faire plaisir à une maison de disques ou qu'on court après le succès, ça sonne faux et c'est plus la même implication, c'est plus la même sincérité. Et au bout d'un moment, ça finit par se sentir et finalement, je pense que plus on court après le succès et plus on a de chance de jamais l'atteindre ou de jamais le rattraper. Donc voilà, en tant qu'artiste, je pense qu'il faut être d'abord fidèle à soi-même, à ses choix esthétiques, artistiques, à ses convictions artistiques, et c'est ça qui finit par payer. Alors, le premier conseil que je donnerais, je pense spécifiquement aux artistes qui sont dans le rap ou dans le hip-hop. On a la chance dans le hip-hop d'avoir vraiment depuis une vingtaine d'années, d'avoir assisté au développement d'une scène internationale. Moi, le premier conseil que je donnerais à un artiste, ça marche peut-être plus spécifiquement dans le rap et le hip-hop que peut-être dans d'autres styles de musique, encore que. Le premier conseil que je donnerais, c'est de voyager et de se confronter éventuellement à d'autres musiques, d'autres sources d'inspiration musicale, d'autres écritures, quitte à rester, si par exemple on est francophone, à rester dans les pays francophones. Je pense que petit voyage en Suisse, en Belgique, au Canada ou en Afrique de l'Ouest pour un rappeur francophone aujourd'hui, ça donne une ouverture d'esprit, un recul, une vision peut-être plus globale de ce qui se fait aujourd'hui dans le rap, qui permet de ne pas se laisser enfermer dans un microcosme parisien ou marseillais ou français, parce que je pense que le hip-hop, c'est une musique qui est en perpétuelle évolution, c'est une musique qui est ouverte, c'est une musique qui est vaste, qui est immense, et les dérives auxquelles on assiste malheureusement parfois, notamment dans le rap français, c'est qu'on a l'impression que certains artistes sont enfermés dans un microcosme qui s'adresse à finalement peu de gens, même s'ils ont l'impression de trouver leur public à Paris ou dans la région parisienne. Je pense que artistiquement ça appauvrit un peu et leur musique et leur écriture, et le premier conseil que je donnerais à des artistes, c'est de voyager, de se confronter à d'autres types de créations et à d'autres écritures, et je pense que ça permet aussi d'enrichir sa propre inspiration et sa propre écriture. Ça, c'est pour le premier conseil. Le deuxième conseil que je donnerai, je vais peut-être reprendre une partie de la réponse que j'ai donnée à la question d'avant. Le deuxième conseil, c'est ne pas suivre les modes. Dans beaucoup de styles de musique, il y a des cycles, il y a des modes, et je pense que quand on suit la mode, on est un peu victime comme tout ce qui est à la mode, un jour ça devient démodé, et les gens, le public a tendance à être perdu un peu quand un artiste commence dans un style de rap ou un style de hip-hop, et que un album ou deux albums après, il a basculé dans un style complètement différent qui n'a rien à voir. Ça a pu marcher, notamment avec certains artistes de rap américain qui ont commencé old school avec du boom bap traditionnel et qui après ont basculé dans l'électro, qui ont très bien pu faire de très belles carrières
en suivant un petit peu la mode de l'électro au début des années 2000. Enfin, quand j'ai électro, rap électro. Mais moi, c'est pas un conseil que je donnerais. Il y a certains artistes français qui ont essayé de s'engouffrer un peu dans cette voie et de suivre l'évolution du rap mainstream, parce que c'est pareil, quand on suit une mode, on a l'impression qu'en évoluant et en suivant un peu les tendances et l'évolution de ce qui marche et de ce qui se vend le plus à un moment donné, on a l'impression de pouvoir toucher un plus large public et donc de vendre plus de disques et de connaître le succès. Moi, je pense qu'en faisant ça, on perd aussi une partie de son public d'origine et je pense qu'au bout de 2 ou 3 albums où un artiste a évolué en suivant systématiquement les modes qui montent et qui descendent, on prend le risque un peu de perdre son public d'origine. Même si on en gagne un autre, ce ne sera pas forcément un public fidèle. Ce qui est à la mode va se démoder un jour, donc mon deuxième conseil, ce sera ne suivez pas les modes, encore une fois, soyez fidèle à ce qui vous fait vibrer, et si vous évoluez, ce que je conseille à tout artiste, évoluez en fonction vraiment de ce qui vous plaît, et de ce qui vous fait vibrer, sans tenir compte de ce qui marche le plus, et de ce qui est à la mode ou pas à la mode. Voilà, ça c'est mon deuxième conseil. Le conseil que je donnerais pour se professionnaliser et surtout pour rester longtemps dans la profession, c'est d'avoir une vie de famille et une vie privée qui s'équilibre avec la vie professionnelle. C'est-à-dire que quand on est tout le temps en studio, en promo ou en tournée, qu'on néglige sa vie de famille ou qu'on néglige sa vie personnelle, je pense qu'on arrive vite rapidement un déséquilibre. Ce qui a fait ma force et ce qui a fait notre force, c'est qu'on a toujours tenu à garder cet équilibre, quitte à travailler moins, à être peut-être moins présent discographiquement ou sur scène à certaines périodes. On a toujours fait le choix de garder une place pour notre vie personnelle, pour notre vie de famille. Aujourd'hui, par exemple, tous les membres du groupe sont papas. Et quand on a de jeunes enfants, il me paraît important de tenir un peu ce rôle de père, de garder cette part, ce temps consacré à la famille. C'est pas uniquement pour une question de bien-être personnel, je pense que ça fait partie de l'équilibre d'un artiste. On ne peut pas être à 100% artiste. On est toujours 50% artiste et 50% homme. À part de peut-être certains individus exceptionnels ou qui peuvent faire abstraction de leur vie personnelle. Moi, je pense que la vie de famille et la vie personnelle, ça fait partie de la vie d'un artiste. C'est ce qui permet de garder un certain équilibre. C'est ce qui permet aussi de se ressourcer à des moments où quand on s'épuise en tournée ou quand on s'épuise en écriture, au bout d'un moment on perd le fil, on perd l'inspiration. Je pense que c'est fondamental de garder à la fois une vie relationnelle. On peut aussi, pour ceux qui n'ont pas encore fondé de famille, continuer à voir ses amis, continuer à faire la fête avec eux, éventuellement se faire des petits week-ends, des petits voyages. Tout ça, ça permet aussi d'enrichir son inspiration. Et je pense que garder toujours à l'esprit l'importance d'une vie de famille pour préserver son équilibre. On ne peut pas être artiste à 100%, 24 heures sur 24. Il y a un moment donné où il faut garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules, et la vie de famille, la vie affective, la vie relationnelle, ça fait partie de cet équilibre. Donc, il ne faut pas laisser tomber. Ça, c'était pour la troisième. La quatrième, l'entourage. Donc, l'entourage. Si vous êtes un artiste, que vous voulez vous professionnaliser, vous allez avoir besoin d'un manager, d'un producteur et d'un éditeur, au moins. Si vous arrivez à faire artiste, manager, producteur et éditeur en même temps, c'est que vous n'êtes pas un être humain.
vous êtes un mutant, donc là je ne sais pas comment vous faites. Donc je pense qu'on a vraiment besoin dans son entourage, et c'est pas toujours évident de trouver les bonnes personnes, on a besoin de gens qu'on connaît, de gens de confiance et de gens compétents. Alors, des gens compétents en qui on peut avoir confiance, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est super compliqué à trouver. Pour donner juste un exemple, le groupe IAM, on en est à notre 5e manager. Les 3 premiers, c'était des potes qui n'étaient pas formés. Donc, je vous laisse imaginer les branquignoles et les incompétents que ça a pu être, au moins au départ. Peut-être pas dans tous les domaines, parce qu'il y en a qui ont été de très bons conseils, par exemple artistiquement, mais au niveau des prises de rendez-vous, des contrats et de tout ce qui est administratif, juridique, ça ne suivait pas du tout. Donc voilà, la difficulté, c'est, le dernier conseil, c'est d'être extrêmement vigilant sur le choix de ces personnes qui vont vous accompagner et qui vont un peu se charger du sale boulot, parce que effectivement, écrire des chansons, les enregistrer en studio et les chanter sur scène, c'est super. Mais si vous n'avez pas cet entourage qui va vous permettre, et d'une, de vous faire respecter en tant qu'artiste, de deux, de ne pas trop vous faire voler et de ne pas trop vous faire exploiter, si vous n'avez pas cet entourage-là, ça va être très très compliqué de se professionnaliser et de poursuivre une carrière durable. Donc voilà, soyez vigilants sur le choix de votre entourage, le choix de votre manager, de votre éditeur, des gens avec qui vous travaillez. Et ça peut être au moins aussi important que votre talent et votre créativité. À un moment donné, un artiste, il peut être aussi talentueux et aussi créatif possible. S'il n'a pas l'entourage qui va avec pour le soutenir dans sa carrière, ça peut très bien ne pas marcher ou ne pas marcher longtemps. Donc choisissez bien votre entourage.